et à tous. Merci d'être là pour cette soirée Babylone. Alors, Vassilis Katsambelis qui me fait le plaisir, l'amitié, l'honneur et attention avec ça, pour l'effort. Et quelqu'un qui est tombé. Là, tu as juste le Vassilis Katsambelis et tu as quelqu'un qui tombe. C'est une femme. Donc, nous avons le l'honneur, le plaisir de recevoir Vassilis Katsambelis. Vous êtes présenté à ceux qui ne le connaîtraient pas par Guillemette Balzan. Moi, je vais présenter Guillemette Balzan. Guillemette Balzan est discutante de Vassilis et psychiatre. Elle travaille ici à l'Institut mutualiste Montsouris. Elle est assistante. Elle travaille à la consultation, elle travaille à la maternité. C'est un sujet d'occupation, de préoccupation, d'intérêt, tourne autour justement de la mélancolie, du phénomène mélancolique. Elle a travaillé sur et avec Catherine Chabert, elle adore Pierre Fédida, ceux qui connaissent le mélancolique fédidien. Elle réfléchit sur une thèse sur Wong Kar-wai et sur le fameux ralenti mélancolique et langoureux et lascif de Wong Kar-wai. Bref, j'ai pensé qu'elle était la mieux à même de discuter Vassilis Katsambelis, qui a intitulé son intervention autour d'Antigone, entre deuil et mélancolie. Vous avez le programme. Je vous invite aussi à venir complimenter les prochains intervenants. Denis Bauchereau sur Patrick Suskind, de Parfum. Ça sentira un peu la psychose infantile, comme dit Vassilis. Ensuite, il y a Daniel Lurvy sur France Kafka, ça sentira plein de choses. Daniel Lurvy n'aime pas la psychanalyse appliquée, elle est diagnostique Kafka, son auteur fétiche Kafka, mais il s'agira de travailler les angoisses archaïques probablement. Et enfin, nous aurons, pour continuer, Catherine Chabert autour des disparus de Daniel Mendelssohn. Voilà, Guillemette. Bonsoir, je vais vous présenter ce Dr Katsambelis. Je vous remercie également de son intervention ce soir à venir. J'ai eu plaisir à vous rencontrer aux ans d'Antigone. Après, je me permets de préciser avoir bénéficié de vos enseignements en tant qu'interne à Lviv et dans le cadre des séminaires de supervision que vous organisez au Centre Omer, le 27 jours. Avec ce souci de transmission, vous poursuivez auprès de nouvelles générations d'internes à l'ESM 13 et je crois qu'il y a tout juste un an que vous êtes venu ici pour les journées de l'EMN qui accueillent des internes de toute la France. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de la grande tragédie de Sophocle qui peut-être nous donne quelques indices des chemins qu'ont forgés modeler votre pratique de psychiatre. Votre appartenance d'abord à la culture grecque, vous accordant une lecture peut-être de l'intérieur, l'intime du texte de Sophocle. Vous êtes né, je crois, vous avez vécu la première partie de votre vie à Chypre, région particulièrement emblématique de guerre fratricide, et qui n'ont pas pu vous échapper, pas vous imprégner, et qui est thème majeur de la saga des Thébaïdes. Votre intérêt, je crois, pour la psychiatrie phénoménologique, de par son éclairage sur les psychoses, en particulier ici la mélancolie, et je pense aux psychiatres auteurs comme Lisanger et aussi Minkowski, nourris de la pensée de Husserl, mais aussi des échanges avec Schelling, qui ont donné leur lecture de Sophocle. Donc vous êtes psychiatre, praticien hospitalier, psychanalyste, titulaire de la Société psychanalytique de Paris, et vous débutez votre formation de médecin interne avec notamment des travaux sur les études du cannabis. Études que vous poursuivrez en France à partir des années 80, où vous spécialisez en psychiatrie dans une tradition communautaire et psychanalytique. Après une pratique hospitalière à l'Institut Marcel Rivière, puis au CHU d'Amiens, vous exercez depuis 1995 à l'association de santé mentale dans le 13e arrondissement de Paris. C'est l'association qui a inauguré la psychiatrie secteur en France, fin des années 50. Vous avez été directeur de l'hôpital Lviv de 1999 à 2006, directeur général de l'association de la SN13 de 2006 à 2014, et depuis septembre de l'an dernier, donc 2014, vous êtes directeur du centre de psychanalyse Evelyne et Jean Kestenberg de l'association. Vos travaux portent essentiellement sur la psychopathologie, le traitement des états psychotiques et des états limites. Vous avez publié dans diverses revues de renom, la revue française de psychanalyse, l'évolution psychiatrique, ainsi que la revue psychanalyse et psychose du centre de psychanalyse du 13e. Et vous avez édité un certain nombre de livres
Les médicaments du narcissisme, la métapsychologie des neuroleptiques, peut-être dans la continuité de vos travaux sur le cannabis et en neurochimie. Un terme psychiatrique français d'origine grecque chez Masson, l'angoisse au Cuche en 2007, et des ouvrages vous avez dirigé, le besoin d'asile, des lieux pour la psychose chez Douin en 2011, et un manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l'adulte qui vient d'être édité en février de cette année, avec quand même, je reviens sur cet apport original, un chapitre sur l'apport de la psychiatrie phénoménologique. C'est une documentée qui va être peut-être une première formation ou intérêt. Voilà. Donc merci beaucoup. Et c'est parti. Alors c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Donc en effet, on va parler aujourd'hui d'Antigone et on va donc parler d'un personnage, d'une légende qui a été sans doute celui qui a le plus attiré d'écrits, d'études, de controverses même, et parmi ceux que vous avez liés à la mythologie grecque classique et les grands tragédiens de cette époque-là. Alors, je voulais d'emblée évoquer un ouvrage aussi fondamental que celui de George Steiner, Les Antigones, qui est paru donc en anglais en 1984, publié, traduit en français dès 1986, et sur lequel nous reviendrons concernant un certain nombre d'interprétations qu'il va faire du mythe à travers une étude exhaustive de son utilisation dans l'art, dans la littérature, dans le théâtre, et tel que sont bien rédigé comme une espèce de panorama des représentations. Quand on se concentre sur la littérature qui nous intéresse davantage ici, c'est-à-dire la littérature plutôt psychologique, psychanalytique, on peut trouver pas loin de 400 publications concernant Antigone. Alors, donc, vous voyez dans quel vaste domaine bibliographique et des réflexions nous plongeons lorsque nous nous penchons sur la tragédie de Sophocle. Alors, c'est une tragédie qu'il a écrite en 440 avant Jésus-Christ, et l'interprétation que je vais proposer aujourd'hui au quelqu'un d'autre sera une interprétation essentiellement clinique et anthropologique, et on va essayer de reprendre le texte, puisque l'objectif sera de s'appuyer le plus possible sur le texte, sur les propos que Sophocle narre à la bouche de ses protagonistes, pour essayer de comprendre ou d'imaginer ou d'élaborer ce qui pourrait signifier ce qu'ils disent. Alors, je crois que même si je peux supposer la pièce et le contexte historique ou légendaire connu, je crois que ce ne serait pas inutile à la fois de vous rappeler en quelques mots le contexte du mythe et de parcourir avec vous, ne serait-ce que pour entendre la beauté du texte, quelques moments essentiels de la pièce de Sophocle avant d'aller vers la discussion de ce texte. Alors, quel est le contexte? Donc, on se souvient que Édipe, en libérant la ville de Thèbes de la Sphinx et en tuant sans le savoir son père Laios, il devient roi de la cité et il épouse donc la veuve du roi, qui est sa propre mère, qui est Jocaste. De cette union vont naître 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Lorsque le double scandale du parricide et de l'inceste éclate, Jocaste va se pendre, va se suicider, Édipe s'aveugle volontairement, puis part en exil à Athènes, et les 2 frères, Polynice et Théocle, vont se partager le pouvoir une année chacun. Mais bientôt Polynice, qui est celui des 2 frères qui est le plus guerrier, le plus ambitieux, refuse de céder sa place à Théocle au moment de la passation des pouvoirs, de la rotation du pouvoir, quitte Thèbes et il élève une armée parmi les autres villes de la Grèce antique, une armée dite des 7 chefs, pour conquérir sa propre ville et y régner en seul maître. Alors, dans le siège et dans la bataille qui vont suivre, plusieurs citoyens vont périr de part et d'autre, et lors de la bataille finale, les 2 frères vont s'entretuer. Leur oncle
Créon, qui est donc le frère de Jocaste, devient de ce fait, en tant que parent plus proche de la famille royale, au roi de la ville. Et donc, un de ses premiers décrets consiste à enterrer Éthéocle avec les honneurs de la ville et de délaisser la dépouille de Polynice, traité comme traître, puisque c'était bien son cas, sur le champ de bataille, en proie aux charognards. Antigone, qui par ailleurs est fiancée avec son cousin Germain, autrement dit le fils de Créon, qui s'appelle Aymon, dont Antigone refuse cette décision du roi, et malgré la menace du roi, va accomplir auprès de son frère les hommages dus aux morts. Et elle est donc à son tour condamnée à mourir par le roi, et elle est emmurée dans une prison souterraine où elle se suicide par pendaison. Auprès d'elle, Aymon, son fiancé, le fils de Créon, se donne lui-même de la mort par amour, et il est suivi par la mère d'Aymon, la femme de Créon, qui elle-même s'est tue en apprenant la mort de son fils. Alors, donc, c'est cette dernière séquence du mythe, c'est-à-dire là où les deux frères se sont entretués, entre ce moment-là et le moment du suicide d'Antigone et de la résolution du drame, c'est cette séquence-là du mythe que a traité la tragédie de Sophocle. Alors, il faut savoir que 27 ans plus tôt, c'est-à-dire en 467 avant Jésus-Christ, Échille avait lui-même écrit une tragédie autour de cette guerre fratricide entre les deux enfants, les deux fils d'Édipe, une tragédie donc intitulée Les sept chefs, donc les 7 contre Thèbes. Et à la fin de cette tragédie, il y a une 70 à peu près 75 vers, parce que comme vous le savez, les tragédies ce sont des poèmes, sont écrits comme des poèmes, donc il y a 70 vers qui annoncent la fin de la tragédie sous la forme que je viens de vous la narrer. Mais la plupart des philologues et des spécialistes de la littérature grecque antique considèrent que cette partie de la tragédie d'Échille est un apocryphe et qu'elle a été probablement ajoutée de nombreuses années après Échille et après Sophocle, probablement un siècle et demi plus tard. Tant et si bien que cette partie de la légende, c'est-à-dire ce qui advient d'Antigone lorsqu'elle refuse de laisser sans sépulture son frère, donc cette partie du mythe semble être, sinon la création propre à Sophocle, en tout cas son propre travail de recueil des traditions locales telles qu'elles étaient utilisées dans les différentes cités de la Grèce antique pour donner ce drame qu'il appelle, cette tragédie qu'il appelle Antigone, et où, manifestement, c'est sa propre inspiration qui noue le fil de cette tragédie et de son dénouement tragique. Alors, et pour donner donc un personnage qui va accueillir un certain nombre d'interprétations politiques, idéologiques, comme un exemple universel de courage et de révolte contre toute forme de tyrannie et de décision inique. Et à telle enseigne qu'une pièce homonyme de Jean Anouilh sera créée à Paris en pleine période d'occupation allemande, en 1944, et que 4 ans plus tard, une autre pièce de Bertolt Brecht fera également d'Antigone une personne, dans le cas de Brecht, c'est plutôt une personne ordinaire qui, dans des conditions exceptionnelles, elle se retrouve investie d'une capacité à assurer une situation héroïque. Alors donc, comme je vous le disais, nous allons prélever quelques moments de la tragédie. Je vous rappelle que une tragédie grecque classique est composée en général de 1300-1400 vers et qu'elle est introduite par un prologue. Elle est suivie de 4 ou 5 épisodes, scènes, on va dire des scènes,
est qu'entre deux scènes, il y a la partie dite chorale, c'est-à-dire celle qui est prononcée par le chœur pouvant être un groupe de personnes représentant telle ou telle instance du drame. En l'occurrence, le chœur est représenté par le peuple de la ville de Thèbes, par les citoyens de la ville de Thèbes. Alors, donc, la pièce commence avec le prologue, par la rencontre entre Antigone et sa sœur Ismène, et Antigone annonce d'emblée à sa sœur qu'elle a l'intention de passer outre la décision de Créon et d'ensevelir leur frère Apollonice. Alors, nous avons là, et comme vous le verrez par la suite dans certaines interprétations proposées, un certain nombre de vers où Antigone s'entête alors qu'Ismène lui recommande d'accepter la décision royale, et qu'après tout, Polynice avait bel et bien suivi sa vie, et il avait été à l'origine de la mort de pas mal de leurs concitoyens, donc elle essaie de la convaincre de ne pas aller jusqu'au bout d'un tel projet aussi insensé et aussi ouvertement hostile au nouveau pouvoir en place, et on a là un certain nombre de vers qui témoignent de l'extraordinaire attachement d'Antigone à son frère, qui sera interprété, comme vous le verrez par la suite, par certains textes psychanalytiques comme exemplaire de l'ambiance incestueuse qui caractérise donc cette famille royale des Labdacides, c'est le nom qu'ont la famille royale de Thèbes, autrement dit Laios, Jocaste, Édipe, Jocaste à nouveau, et puis les 4 frères. Et donc on a des phrases du genre il n'a pas à me séparer des miens, dit-elle. Quand Ismène lui dit, mais enfin, tu ne peux pas faire ça. Il n'a pas à me séparer des miens. Et moi, je lance ce déliré. Je trouve beau de mourir pour cela. Près de lui que j'aime, je reposerai aimé. Et lorsqu'Ismène la prévient que ce geste pourrait lui être fatal, puisque le roi a décidé qu'il sera puni de la peine de mort, c'est lui qui va contrevenir à son ordre, elle va dire « Je ne risquerai pas de mourir au monde sans gloire ». Et donc, après ce premier dialogue inaugural, le chœur accueille Créon, et qui sort de son palais pour annoncer cette première décision. Et vous avez là une sorte de programme de gouvernement, un acte de foi de l'homme au pouvoir, qui dit à son peuple, on ne peut connaître l'âme, les sentiments, les intentions de l'homme avant qu'on ait vu exercer le pouvoir et donner des lois. Et donc il explique pour quelle raison il a décidé que le corps du traître va rester sans sépulture. Je cite, la proie, oiseaux et chiens vont se déchirer. Et parce qu'il est revenu de son exil pour détruire par le feu la terre des pères et les dieux de la race, pour s'abreuver au sang de ses proches ou les réduire en esclavage. Alors, on voit dans la position du chœur, et notamment du coryphée, on appelle coryphée, c'est lui qui mène le chœur, une forme d'hésitation au début à adhérer à une sentence aussi radicale. Et le coryphée dit à un moment donné, sans doute, tu peux imposer ta loi tant aux morts qu'à nous, les vivants. Alors, phrase qui est assez prémonitoire, parce qu'elle laisse entendre que le roi, certes, peut imposer sa loi aux vivants, mais pour ce qui concerne les morts, il y a d'autres lois qui probablement le dépassent. Et le dialogue entre le chœur et Créon est interrompu par l'arrivée d'un garde qui annonce que Polynice a été enterré, ou en tout cas sur son cadavre, qu'ils étaient censés garder, quelqu'un a versé de la poussière sèche et a accompli les rites, autrement dit, il est contrevenu à l'ordre du roi. Alors, Coryphée, le même qui disait sans doute tu peux imposer ta volonté aux morts, essaye d'intervenir en disant peut-être ce sont les dieux qui ont voulu ça, puisque les dieux réclament que les morts ne restent pas sans sépulture. Mais Créon se met en colère, il balaye cet argument, il traite le coryphée de vieux fou et il sonne le garde de trouver qui a pu faire
un tel geste. Et puis très rapidement, le garde revient et il s'agit d'Antigone. Alors, manifestement, pour Créon comprendre qu'il est dans une situation extrêmement délicate. D'un côté, il ne peut révoquer son ordre qui vient de l'affirmer à nouveau, mais en même temps, il est difficile d'ordonner la mort de la fille de son prédécesseur et qui est aussi la future femme de son propre fils. Et donc, il essaie de trouver une solution. Il dit comprends-tu ce que tu dis? Quand elle dit oui, bien sûr, c'est moi qui le fais. Comprends-tu ce que tu dis? Et est-ce que tu dis vrai? Alors, il faut vous dire ici que dans toute la pièce, Antigone sera traitée par ce forme de divers noms. Tantôt c'est enfant, tantôt c'est jeune fille, tantôt c'est la Vierge. Et de façon à ce que vous ayez le sentiment que nous avons affaire avec quelqu'un dont l'âge oscillerait entre 14 et 20 ans, disons pour résumer, et que ces différents termes, l'enfant, la Vierge, la fille, la jeune femme, parsèment le texte sans se stabiliser sur un qualificatif précis. Donc, le garde présente une relation circonstancielle de fait, et puis Créon essaye encore de trouver une solution. Il dit, mais peut-être tu n'avais pas entendu ma parole et ma décision, à quoi Antigone répond, mais comment l'ignorer? Elle était publique. Et elle défie ouvertement Créon dans des propos qui, où d'emblée apparaît l'ambiguïté de ses motivations entre respect des prescriptions divines quant au devoir envers les morts et l'immense douleur de la perte de sa mère, de ses frères, et notamment de son frère qui reste sans sépulture. Alors, je vous donne le texte de la tirade, comme on dit, qu'elle prononce à ce moment-là. Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Elles n'existent pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. Personne ne sait quand elles sont apparues. Je ne devais pas, par crainte des volontés des hommes, risquer que le Dieu le jette. Je savais bien que je mourrais, n'est-ce pas, même sans ta proclamation. Et si je meurs avant le temps, j'ai dit moi, que c'est un bien. Quand on vit comme moi, parmi tant de malheurs, comment ne pas trouver qu'on gagne à mourir? Subir ce sort n'est pas pour moi une souffrance, mais c'en serait une d'avoir laissé sans sépulture, après sa mort, le fils de ma mère. J'en aurais souffert, mais à présent, je ne souffre pas. Et si je te semble avoir agi en folle, peut-être suis-je accusé de folie par un fou. Donc, à ce moment-là, le Coryphée qui voit la tension monter, il dira, un mot assez intéressant, il dira « Cette rude fille se montre l'enfant de son rude père. Elle n'a pas appris à céder au malheur. » Créon est furieux, il est ouvertement défié, il dit « Maintenant je ne suis plus un homme, c'est elle qui fait l'homme. » Donc, toute une série d'interprétations du mythe autour de la féminité d'Antigone, de sa revendication phallique, etc., etc. Il y a ça, tout ça dans la biographie. Et puis, donc, l'ajout verbal qui va s'en suivre, Créon va défendre sa position, le bon et le méchant n'ont pas un droit égal. Alors qu'Antigone rappelle qu'Hadès, le dieu des mondes souterrains, réclame des rites, et puis, tout d'un coup, elle change de registre et elle lâche une phrase surprenante. Je suis faite pour aider l'amour et non pas la haine. À quoi Créon répond avec le discours du pouvoir, si tu es pour aimer, va chez les morts les aimer, mais moi, je suis vivant et une femme ne commandera pas dans mon palais. Alors, à ce moment-là, Ismène arrive, il dit que les deux sont complices, alors Antigone dit immédiatement qu'Ismène n'y est pour rien. Ismène essaie de partager son sort, alors Antigone est extrêmement désolé de son égard. Toi, tu as choisi de vivre, et moi, de mourir.
Et puis, comme Ismène est bouleversée par le rejet de sa sœur, elle s'est radoucie et il dit la phrase suivante. « Aie courage, tu vis. Moi, depuis longtemps, mon âme est morte. Elle n'est utile qu'aux morts. » Donc, après cette scène, le cœur commence à s'élamenter sur le terrible sort de la famille des Bardacides, Laios, Jocaste, Édipe, etc. Et ce qui débouche sur la scène suivante où il se déroule entre Créon et son fils Aimon. Donc, Aimon arrive, il apprend les nouvelles. Créon lui demande d'obéir. Il dit que, bien sûr, qu'il obéit à son père, il appartient à son père. Mais, en même temps, il rapporte à Créon la rumeur de la ville. Et il lui dit que beaucoup de gens dans la ville pensent qu'elle a accompli un acte pieux. Et il conseille à son père de ne pas s'entêter et d'entendre aussi un autre point de vue. Alors, le cœur, une fois de plus, essaye d'intercéder. Aimon insiste. Il faut écouter aussi le peuple. Il dit la phrase suivante, « Il n'y a pas de pays qui soit à un seul. » Et lorsque Créon rappelle qu'il est le chef, son fils lui rétorque « Comme tu régnerais bien sur un désert. » Alors le dialogue père-fils s'envenime, s'enflamme, et Créon traite son fils d'esclave d'une femme, Aimon lui répond qu'il déraisonne, et puis il s'en va. Et puis suit donc une partie, un nouveau choral, qui est une partie célèbre, et c'est la partie célèbre où le chœur chante le pouvoir de l'amour d'Eros. L'Eros, ce combattant invincible. Toi, Eros, que n'évite aucun des immortels et aucun des hommes éphémères, et dont la rencontre est délire. Et, à la fin de cette partie chorale, apparaît donc Antigone, entourée des gardes, qui avance vers sa prison mortelle. « Voyez-moi, citoyen de la patrie, m'en aller mon dernier chemin, jeter un dernier regard vers l'éclat du soleil, sans que j'aie eu de noces, sans que personne ait chanté pour moi les chants de l'épousée. Et je n'épouserai qu'Acheron. Acheron, c'est donc une des divinités du monde souterrain. Et puis, elle évoque, là encore, une dernière fois, le sort des Salindiens, l'erreur de ces noces maternelles, l'incestueuse étreinte de mon père et de ma pauvre mère, desquelles, infortuné, je naquis, auprès desquelles, maudite, un non marié, je m'en vais maintenant établir ma demeure. Et donc, elle s'en va dans sa tombe souterraine et se tourne une dernière fois vers Créon. Et là, elle dit une phrase, un certain nombre de phrases tout à fait étonnantes, en disant « Mais pourquoi crois-tu que je fais cela? Est-ce que tu crois que je l'aurais fait pour un mari? Est-ce que tu crois que je l'aurais fait pour mes propres enfants? C'est-à-dire de contrevenir à une décision éventuelle de ne pas leur offrir les rites funéraires qui s'imposent. Jamais, non, si j'avais eu des enfants, ni si mon mari mort eût pourri sur le sol, je ne me serais donné ce mal contre le gré des citoyens. Et alors, au nom de quelle loi je parle ainsi? Mon mari mort, je pourrais en avoir un autre, ou mon enfant en avoir d'un autre. Mais ma mère et mon père, une fois dans l'Hadès, il ne me naîtra plus jamais de frère. Voilà pour quelle loi j'étais de préférence honoré au mon frère. Et elle sort avec une dernière phrase sur le fait qu'elle est condamnée pour son pieux respect de la piété. Alors, dans l'épisode suivant, arrive Tirésias. Vous vous souvenez que Tirésias était le devin, le célèbre devin de l'Antiquité, qui vivait essentiellement à Thèbes et qui était celui qui avait annoncé à Édipe
le malheur qui s'abat sur la ville du fait du parricide qu'il ignorait, et donc de l'inceste qu'il ignorait également. Et donc, Tirésias s'avance vers Créon et lui dit « Attention, tu marches sur les tranchants du sort. » Alors, Créon a été troublé. Qui a-t-il donc dit? Et puis Tirésias lui dit que c'est sa faute, la ville est malade en niveau. Les signes de sacrifice restent muets. Les dieux n'acceptent plus les prières rituelles et il lui conseille de ne pas s'entêter et de ne pas laisser la dépouille de Polynice sans sépulture. Alors, Créon se fâche, il le traite de vénal, Tirésias s'énerve, et il quitte la scène en ayant décoché une dernière flèche, une dernière prédiction. Tu vas fournir aux morts un membre issu de tes entrailles. Tu lui prédis donc la mort de nous. En rançon pour les vivants que tu as fait descendre chez les morts. Tu as mis sans respect dans la tombe une âme vivante et tu retiens ici, loin des dieux souterrains, un mort, sans funérailles ni sépulture. Cela ne t'appartient pas, et ça n'appartient pas non plus aux dieux d'en haut. Essaie de ta part leur faire violence. Alors, ce passage est très important, ils le reprendront par la suite de l'analyse que je vais proposer, puisque vous voyez que Tirésias est en train de dire à Créon que non seulement il n'a pas le pouvoir de laisser quelqu'un sans sépulture, mais que de surcroît, même ce qu'il appelle les dieux d'en haut, c'est-à-dire les 12 dieux d'Olympe, n'ont pas non plus ce pouvoir-là, puisque le royaume des dieux souterrains, et notamment d'Hadès, a ses propres règles auxquelles se plient, y compris les dieux d'Olympe. Alors Créon, pour la première fois, il est troublé, alors il change d'avis. Il appelle son armée, il appelle ses gardes, il part immédiatement offrir les rites funéraires à Polynice, et puis il se précipite dans la grotte, dans la prison souterraine où il avait fait interner Antigone. Et dans la clameur de la ville, sa femme, la femme de Polynice, sort du palais, elle demande ce qui se passe, et c'est par l'épluchement d'un messager qui revient qu'elle va apprendre la nouvelle. Alors le messager, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Aimant, le fils de Créon, le voilà mort avec la morte, le voilà mort avec la morte. Le malheureux consomme ses noces dans les demeures de l'Hadès. » Et donc il décrit que Antigone, plutôt que de mourir de faim, a préféré se pendre dans sa prison souterraine, que Aimant, son fiancé, était accroché à elle en pleurant. Au moment où son père arrive, à ce moment-là, il a tiré son épée, il a menacé son père s'est enfui, et donc il s'est tué avec sa propre épée. Et donc la reine entend ce récit, et elle rentre au palais, et peu après, un domestique sort et lui dit que la reine s'est suicidée devant l'autel en maudissant son mari et en le traitant d'assassin de son fils. Alors Créon est bouleversé, il appelle sa propre femme, il dit « j'aimerais mourir moi aussi », et là le cœur cruel lui dit « arrête de faire de vœux, point de vœux, les mortels ne peuvent pas échapper au malheur de leur destin ». Et la pièce se termine avec une note pieuse. Il ne faut jamais être impie envers les dieux, en l'occurrence donc la recommandation absolue d'offrir une sépulture aux morts de la cité. Alors, vous voyez la complexité de la pièce et des propos qui sont écrits, et vous comprenez que la littérature psychanalytique sur Antigone, c'est une année leur jour. Hein. Et que donc, si on lit la bibliographie, j'essaie de la parcourir tant que faire se peut, on voit apparaître différentes strates interprétatives. Alors, on peut le classer en gros en 3 groupes.
Alors, la première strate met l'accent sur la dimension de fixation édipienne et incestueuse d'Antigone. La deuxième, l'intérêt est porté sur la relation d'Antigone à l'objet primaire, donc à sa mère, que certains analystes voient derrière cette volonté d'aller rejoindre son père et sa mère et ses frères dans le monde souterrain. Et puis, une troisième tendance essaye de voir dans quelle mesure Antigone représente une forme de spécificité de l'évolution, de la trajectoire et de l'évolution psychosexuelle féminine. Alors, un exemple de la première lecture est donné par un article très complet de Renat Waldman dans le Psychoanalytic Quarterly en 1991. Alors, je vous passe rapidement, puisque je pense que vous comprenez bien sur quoi on peut s'appuyer pour avoir une telle lecture édipienne du mythe. C'est-à-dire, il isole ces vers que je vous ai lus tout à l'heure. Au nom de quelle loi je parle ainsi? Mon mari mort, je pourrais en avoir un autre, ou mon enfant en avoir le nôtre, mais ma mère et mon père, une fois dans la Hadès, il ne me naîtra plus jamais de frère. Et donc il dit que voilà la force de l'engagement incestueux d'Antigone à l'égard de son frère, qu'elle trouve infiniment plus irremplaçable un frère qu'un mari ou un enfant, et en même temps, elle évoque donc la lignée qui est la sienne, le poids de l'inceste dans cette lignée, et donc sa fascination, son impossibilité de s'échapper à la destinée de la famille royale à laquelle elle appartient. Et en même temps, il dit que l'exaltation, la violence avec laquelle elle parle, l'amour avec lequel elle parle de son frère Polynice, il est manifestement dénué de tout sentiment d'ambivalence, il est ouvertement proclamé, sans même une note d'amertume pour le fait que Polynice, effectivement, avait trahi sa ville et il a causé la mort, soit sa propre mort et celle de son frère et de beaucoup de citoyens, et qu'il est quand même responsable des mouvements dramatiques, et que donc la position fondamentalement incestueuse d'Antigone est rationalisée et recouverte par cette attitude, cette revendication d'obéir aux lois divines, à savoir la piété et l'obligation d'offrir une sépulture aux morts. Et il considère que ceci est une manœuvre défensive que la pièce nous montre très bien par rapport à l'attachement libidinal premier qui est celui de l'inceste. Alors, et en même temps, il considère que le choix lui-même d'aller jusqu'à la mort pour rejoindre son frère lui-même est une forme de compromis, dans la mesure où le frère étant mort, leur union ne peut se réaliser que dans le royaume des morts, c'est-à-dire dans un environnement où toute sexualité agit est par définition exclue. Et de la même façon, dit-il, la piété religieuse dont fait preuve Antigone et le fait qu'elle proclame d'emblée qu'elle fait cela par respect des lois de Dieu est une forme de convocation du surmoi par la piété pour servir d'alibi légitime au désir interdit. Et bien entendu, il pense que la mort qui s'ensuit représente un ultime compromis, c'est-à-dire d'une part, elle réalise à la fois le désir de s'unir avec son frère et le reste de sa famille, et la punition du désir en question est la mort. Il y a un certain nombre de textes comme ça. Il ils datent des années 70, 80, 90, ils sont moyennement intéressants. On retrouve à peu près la thématique d'Édipe telle que Freud l'a dégagée, et dans ce premier texte, quand il décide, je crois en 1908, d'utiliser le mythe d'Édipe pour rendre l'idée qu'il se fait de l'amour, du désir incestueux. Et on peut dire que nous avons là un certain nombre de variantes du même thème, mais avec comme personnage, cette fois-ci, Antigone, et non pas son père, mais son frère. Alors, le deuxième groupe des travaux est mieux illustré par un livre important
d'un analyste qui s'appelle Philippe Weissmann et qui a écrit donc une étude en 1964 sur la créativité dans le théâtre. Alors, pour lui, il y a une dimension qui prévaut dans la tragédie, et dont Polynice, et l'idée d'ensevelir son frère Polynice pour Antigone n'est que le prétexte. Et le fantasme plus large et plus archaïque d'une union avec les parents et plus encore avec la mère, avec le premier objet, c'est-à-dire cette mère qui s'est donné la mort justement lorsque les enfants étaient encore petits au moment de la découverte du parricide et de l'inceste. Et donc, c'est un déplacement pour lui sur l'ensemble des membres de la famille, quand Antigone dit « je veux m'unir avec mes parents et avec mes chers frères et avec donc toute ma fratrie », et que donc, à travers la mort de son frère, elle retrouve une forme d'union dans une famille qui est totalement dominée par un premier objet tel que celui de Jocaste, qui finalement est la mère de tous, est la mère de son mari, c'est-à-dire d'Édipe, et la mère de 4 enfants qui s'en suivent. Alors, cette façon de voir le mythe retrouve un écho dans un texte beaucoup plus récent de Julia Kristeva, un très beau texte, dans la revue L'Infini, où elle décrit, elle avance l'hypothèse qu'Antigone, par son suicide, et même avant, par son simple mot. Parce que c'est vrai qu'Antigone, ça peut signifier anti, le contre, anti et gone, gone étant de la racine de l'engendrement. Donc son nom elle-même porte la trace de l'anti-engendrement, la fin d'une lignée. Et donc elle dit que, d'une certaine façon, Antigone, comme son nom l'indique, est là pour interrompre une lignée maudite. Et c'est une lignée qui se déploie sous le règne d'une mère seule, dit Kristeva, Jocaste. Cette femme seule qui a fait des enfants avec son fils, dont le mari est mort, et elle remarque que de tous les personnages du mythe de la famille de la Placide, le seul personnage qui n'est jamais cité dans la pièce de Sophocle, eh bien, c'est celle-ci, c'est Jocaste. C'est la non-nommée dans toute la pièce, alors que tous les autres défilent. Et donc elle dit Antigone, dont sa froideur opaque et absolue, était depuis toujours, depuis sa naissance et le nom qu'elle porte, une vengeance muette, comprimée, contre la mère sans interdit, contre la mère seule, la seule mère, la mère toute, une mère à tuer. Enfin, je ne veux pas vous fatiguer avec la troisième dimension, qui est celle de la sexualité féminine, telle qu'elle s'est manifestée dans la pièce de Sophocle, et qui a, elle aussi, provoqué un certain nombre d'écrits, peut-être un peu moins, y compris dans le rêve de la réalisation d'une forme de mort par inanition, puisque c'était à cela qu'elle était promise s'il ne s'était pas suicidé dans sa prison souterraine, mais qui a eu en effet aussi un certain nombre de textes, mais essentiellement d'analystes qui venaient opposer Antigone à Électre pour répondre en quelque sorte aux travaux de Freud sur Électre et sur ce que Freud dit de la sexualité féminine à partir d'Électre, alors qu'Antigone apparaît comme un personnage en quelque sorte à l'opposé par certains états à Électre. Donc je vous disais que la lecture que je vais vous proposer aujourd'hui, elle va essayer de rester proche du texte de Sophocle, et on va partir d'une question. Alors, en quoi consiste exactement ce qui est unanimement reconnu dans la lecture politique et théologique d'Antigone, l'héroïsme d'Antigone? Alors, qu'est-ce qu'elle revendique exactement face à Créon, face au sens de la mesure et de la sagesse que sa sœur essaie de lui imprimer, et même contre, c'est ce qu'on peut supposer, sa propre crainte de la mort. Qu'est-ce qu'elle revendique en allant jusqu'à la limite de la mort, puis en la provoquant elle-même, et donc entraînant par une décision de mourir, puisqu'elle se suicide, une privation dernière à Créon d'avoir raison, c'est-à-dire de l'avoir condamné à mort. Quel est pour elle cet objectif qu'elle va poursuivre? Alors, si nous reprenons le texte, on voit qu'Antigone est pratiquement
présente uniquement de la première partie du texte. Par la suite, il n'y a que le crayon, aimant et le cœur, et elle n'apparaît plus que vers la fin, au moment où il est question donc de sa mort. Et en ce moment-là, les paroles qu'elle va prononcer pendant cette première partie, effectivement, permettent d'étayer l'hypothèse d'un attachement incestueux totalement fou. Je crois qu'il y a 2 ans, ici, dans cette même salle, Patrick Guillaumin avait développé un très beau texte qu'il a écrit où il parlait de la jouissance du tragique. En effet, il y a une forme de jouissance à l'idée de s'unir avec son frère, de retrouver sa famille dans le monde souterrain, dans le monde d'Hadès. Et on peut prélever un certain nombre de phrases qui vont dans ce même sens. Moi, je l'ensevelirai, je trouve beau de mourir pour cela. Aimer près de lui que j'aime, je reposerai en pieuse malfaitrice, etc., etc., etc. Donc, nous avons un certain nombre de passages qui, en effet, attestent l'hypothèse suivie par un grand nombre d'analystes, soit que Antigone a la folie de son désir incestueux, il a poussé jusqu'au bout, soit que une variante de folie, que l'Antigone est animée par cette passion de retrouver cette mère première dont parlait Christophe. Et effectivement, ça ne fait aucun doute que sa parole, comme son style général, comporte cette sorte d'exaltation, d'élation psychique, semblable à celle que nous pouvons observer lors d'une réalisation imminente d'un désir et qui explique donc, justifie cette jouissance qu'on vit dans ce tragique. Mais il y a un point qui attire l'attention dans cette première partie de la tragédie, dont aucun passage, aucun dialogue, donc aucune prise de position, Antigone ne semble développer une quelconque forme de déni face à la menace de Créon. C'est-à-dire, bien au contraire, non seulement cette menace est constamment présente, elle est d'ailleurs l'un des ressorts fondamentaux de l'œuvre, mais en plus, chaque fois qu'Antigone parle de son union avec son frère ou avec les autres membres de sa famille, non seulement elle exprime clairement la reconnaissance du fait qu'ils sont morts, mais aussi qu'elle attend sa propre mort. Alors donc on pourrait dire la joie de l'union avec ses morts bien-aimés, joie qu'Antigone exprime à plusieurs reprises, pourrait tout aussi bien être comprise, non pas comme la réalisation d'un désir libidinal incestueux, mais comme l'exaltation mélancolique de l'identification avec l'objet perdu. En d'autres termes, ce qu'exprimerait le passage que nous venons de citer pourrait correspondre à une motion psychique que l'on pourrait qualifier de tentation mélancolique. Et donc j'utilise ici exprès le terme de tentation pour renvoyer au fait que, du point de vue psychique, le problème de la perte des objets d'amour peut trouver une certaine solution à travers l'identification avec ces mêmes objets et donc la création d'une situation de non-séparation avec eux. C'est-à-dire que du point de vue des conflits psychiques, de la séparation et de la perte, la mélancolie constitue une forme de solution, dans la mesure où effectivement l'objet introjecté dans le moi, c'est l'hypothèse de Freud, de la mélancolie, est destiné justement à rester éternellement avec le sujet. Et vous comprenez de la phrase de Freud, des passages de Freud, qui, dans Deuil et mélancolie, explique précisément que l'autre solution à celle du retrait libidinal suite à un objet perdu, décédant ou qui nous a fait défaut d'une façon ou d'une autre, la solution serait de tourner vers d'autres objets, de retirer ces investissements et de tourner vers d'autres objets, mais il y a aussi la solution de garder cet investissement, mais à la condition que l'objet lui-même soit désormais à l'intérieur de la personne, à l'intérieur du moi, et que donc il crée une certaine situation d'inséparabilité. Tant et si bien que on pourrait dire que d'une certaine façon, en ce moment-là, Créon
pourrait tout aussi bien considérer comme un double d'Antigone. Alors que elle passe complètement sous silence la trahison de son frère, le fait qu'il a monté toute une armée pour anéantir sa propre ville, alors non qu'elle passe sous silence, c'est qu'elle pourrait, elle, développer comme sentiment haineux à l'égard de ce frère. C'est Créon qui vient énoncer ces genres de sentiments, et Antigone, identifiée au frère perdu, subit la colère du roi et de la ville, et partage son sort funeste. Et c'est ainsi que nous pouvons sans doute mieux comprendre certains autres passages et certains autres propos que Sophocle met dans la bouche d'Antigone, par exemple, lorsque il déclare « Moi, depuis longtemps, mon âme est morte, elle n'est utile qu'aux morts. » Donc, est-ce qu'Antigone serait-elle mélancolique? Est-ce qu'elle serait même plus que mélancolique, mais celle qui exprime de façon la plus claire, pour reprendre le terme de Lacan, un désir pur de mort, dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, et qu'il écrit Antigone, mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir des morts comme tel. Alors, on pourrait dire en effet que son opposition farouche et provocatrice à certains égards, face à Créon, est un véritable conduite suicidaire, et par conséquent, son insistance à accomplir les rites funéraires pour son frère, Ulysse, n'est qu'une sorte de prétexte pour obtenir sa propre condamnation à mort. Et c'est un fait que tout au long de la pièce, Antigone se réfère souvent à la mort de ses parents, au poids que ça représente pour elle cette perte immense auquel vient s'ajouter la mort de son frère, la mort de ses deux frères, etc. etc. Mais est-ce que pour autant, on peut dire que tout cela fait d'Antigone une mélancolie? Est-ce qu'on peut vraiment laisser dans le texte une problématique mélancolique? Alors, c'est sur ce point qu'une lecture attentive, je crois, du texte de Sophocle nous permet peut-être une autre approche. On pourrait observer l'élément suivant. Depuis le début de la pièce, jusqu'à la fin, et avec une remarquable opiniâtreté, Antigone ne revendique qu'une seule chose, le droit et même la nécessité d'offrir les rites mortuaires à son frère. Georges Steiner, que j'ai cité au début, dans la vaste étude que je vous ai signalée, il considérait lui aussi, mais il tirait des conclusions différentes, que l'élément central de la pièce est, je cite, cette terreur fondamentale de la décomposition, de la violation du corps par les chiens et par les oiseaux des proies. Fin de citation. Alors tantôt, Antigone va mettre cette revendication sur le compte de prescription divine, ce qui est vrai, on le verra. Tantôt, elle va faire appel à ses sentiments d'amour pour son frère et, plus généralement, à son attachement à sa funeste famille. Mais, en tout cas, elle ne répond pas aux attaques de Créon lorsque celui-ci disserte sur la question de savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui gouvernent. Elle ne revendique pas le pouvoir. De même, elle ne conteste pas les propos de Créon qui traite Ulysse pour ce qu'il est, c'est-à-dire un traître de sa patrie et ayant soulevé toute une armée contre elle. Et de même, elle exprime tout au long de la pièce son regret, sa douleur de ne pas connaître l'amour et l'union nuptiale avec son fiancé. Elle dit qu'elle veut se marier, qu'elle veut avoir des enfants, qu'elle veut connaître les plaisirs de l'amour, ou plutôt, elle l'aurait voulu si certaines conditions pourraient rendre ces aspirations possibles. Et même si elle exprime de la joie, on l'a vu, à l'idée de s'unir avec ses chers morts, cela ne fait aucun doute que telle que la pièce est tournée, il suffirait d'un seul mot de Créon, d'une seule phrase, d'une seule décision,
pour qu'elles reviennent sur le chemin de vie qui était initialement prévu comme étant le sien, c'est-à-dire épouse du fils du roi, future mère d'une fratrie royale, promise à devenir reine un jour à son tour. Il n'y a qu'une seule chose depuis le début de la pièce qui scelle son destin, la nécessité d'offrir à son frère une sépulture conforme aux coutumes ancestrales. Elle ne conteste même pas lorsque Créon dit que le sort réservé à la dépouille de Polynice est quand même la punition normale réservée aux traîtres. Elle revendique juste quelque chose qui, dans les sociétés humaines, est indissociable de ce que nous appelons le processus de deuil. On pourrait donc dire, Antigone éprouve effectivement ce que nous avons appelé la tentation de la mélancolie. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que retrouvée dans une situation extrême, sans possibilité d'accomplir les rites qui accompagnent le deuil, elle se voit ouverte une autre issue, la seule possible, celle de la mélancolie. Et donc, en partie, elle s'y engage, malgré elle, et ce faisant, elle goûte, elle exprime en partie les grandeurs et la jouissance de cette voie. Mais il ne s'agit jamais que d'une tentation sur un chemin qu'elle n'aurait pas choisi par elle-même au départ. Elle voit bien sûr la possibilité d'une identification définitive avec l'objet perdu, dans une étreinte mortelle qui va la protéger de la haine au prix de transformer sa vie en une vie de morte vivante, comme elle est bien elle-même. Elle voit qu'une telle solution mélancolique aurait quelques avantages par rapport à ces conflits psychiques, et même un avantage définitif, l'élaboration finale de toutes les pertes antérieures qui ont frappé sa famille. Mais cependant, contre ce cours possible de sa vie psychique, un cours presque allant de soi, étant donné les antécédents tragiques de sa famille, elle oppose le droit des vivants au rite funéraire pour leur mort. Elle oppose donc le désir, la nécessité et le droit de deuil. Car seul le travail de deuil peut jusqu'à un certain point réparer entre guillemets la perte, en ce sens que la perte, grâce au deuil, cesse de jeter éternellement son ombre sur la vie du sujet et permet, lorsque le deuil arrive à la fin de son processus, la reprise et la réorientation des investissements libidinaux vers de nouveaux objets, c'est-à-dire épouser un homme à l'égard duquel elle déclare à plusieurs reprises son amour, avoir des enfants et mener la vie de la princesse et la sienne. Alors, comment s'exprime dans la pièce cette revendication du deuil? Il me semble que sur le point, le texte est on ne peut plus clair. Le deuil est symbolisé par la possibilité de laisser libre expression à son processus à travers les rites funéraires adéquats, tant et si bien que leur interdiction équivaut à interdiction du deuil lui-même. Alors sur ce point, la culture grecque antique est d'une grande richesse et d'une grande précision. Alors, il faut rappeler aussi que dans pratiquement toutes les cultures toutes humaines, enfin, dans toute une tradition de spectres, de revenants, de fantômes, de vampires, d'âmes damnées, vient attester de l'universalité chez les humains de la nécessité d'accompagner convenablement les morts. Chez les Grecs, la mort n'est pas un moment, mais c'est un passage. D'ailleurs, le mot français trépas exprime cette idée-là. La personne décédée quitte le monde des vivants, mais pour qu'elle puisse être admise dans le monde des morts, régi par Hadès, rappelons qu'Hadès est le frère aîné de Zeus. Il faut un certain nombre de rites et un accompagnement spécifique. Il faut que tout cela soit accompli de la part des personnes les plus proches du défunt, et notamment de sa famille. À défaut de cet accompagnement, la mort n'est pas admise, le mort n'est pas admis dans le royaume des morts. Et comme le rappelle Tirésias à Créon, nul ne peut déroger à cette règle, ni les humains, ni même les dieux d'en haut. Le pouvoir des dieux d'en haut se termine là où commence le royaume d'Hadès. Ainsi la mort reste
dans un espace, le mort reste dans un espace indéterminé, tant que les rites n'ont pas été accomplis. Il hante les vivants, et en particulier ceux qui auraient dû l'accomplir. Il pleure et gémit en attendant que quelqu'un s'occupe d'organiser son passage final. Alors, la trace de cette tradition sont très lointaines. Vous la retrouvez à plusieurs reprises chez Homère. Par exemple, chez Homère, lorsque Patrocle est tué, les Troyens décident de laisser sa dépouille pour humilier le héros, et les Grecs le récupèrent à grande peine, et puis Achille s'endort, et puis Patrocle lui apparaît un songe, et lui dit: tu dors et tu m'oublies, Achille. Vivant, tu ne me négligeais point, et mort, tu m'oublies. Ensevelis-moi, afin que je passe contre moi les portes d'Hadès. Les âmes, ombre de mort, me chassent lorsque je m'y présente, et ne me laissent point me mêler à elles au-delà du fleuve. Et je vais, errant en vain, autour de larges portes de la demeure d'Hadès. Donne-moi la main, je t'en supplie en pleurant, car je ne reviendrai plus d'Hadès quand vous m'aurez livré au bûcher, qui était une autre façon. Alors, dans son étude Les rites de mort en Grèce ancienne, Aurélie Damé, elle note que les sociétés anciennes, effectivement, pensaient les funérailles selon un système de représentation signifiant et signifié, et que la législation grecque, dès l'époque de Solon, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, avait prescrit de façon très précise les devoirs des vivants à l'égard des morts, et notamment les devoirs des proches, des parents des vivants à l'égard des morts. Dans son étude La belle mort et les cadavres outragés, Jean-Pierre Vernant rappelle que celui qui reste sans sépulture, non enterré, est, je cite, rejeté de la mort, rayé de l'univers des vivants, effacé de la mémoire des hommes, c'est-à-dire une véritable opération de déni, comme d'ailleurs le rappelle Tiresias à Créon de la pièce. Et donc, depuis les lois de Solon à Athènes, eh bien, il y a des règles strictes pour le traitement des cadavres. Et dans ces règles, on voit apparaître un élément très intéressant, la nécessité de soumettre le cadavre à un traitement particulier des peurs d'une contamination que, en grec, s'appelle le miasme. Alors, ce mot grec qui signifie soudure, mais qui signifie aussi particules sales et contaminées et contaminantes, constitue la préoccupation première du législateur. Alors, il faut des ablutions avec de l'eau, de préférence de l'eau des mers, c'est-à-dire de l'eau salée, le feu, l'ensevelissement, autant de procédés donc pour que le mort ne contamine pas les proches et la cité tout entière. Et bien qu'il soit aisé de percevoir le caractère initialement réaliste d'une telle précaution et d'un tel établissement des règles, la tradition et la symbolique humaine ne manquera pas d'enrichir des significations propres à sa culture, cette explication et raison réaliste. Ainsi, le miasme provient certes de l'état létal, mais aussi des circonstances de la mort. La capacité de soudure devient extrême lorsque la mort relève d'un acte sacrilège. Et plusieurs règles régissent, selon la nature de la mort, la distance entre la cité et le lieu d'ensevelissement, le sort réservé aux ossements quelques années plus tard, et même y compris le sort réservé aux ossements des ascendants du coupable qui pourraient avoir eu eux aussi ce miasme et l'avoir transmis. Alors vous voyez, il y a une phrase qui m'est venue en écrivant ce texte de Freud, qui est tirée de Deuil et Mélancolie, et qui m'est venue dans l'esprit, lorsqu'on examine dans quelles conditions peut se produire une perte de moi, comme celle qu'on voit dans la mélancolie, et il s'est demandé si une perte de moi ne peut-elle pas engendrer d'elle-même un état mélancolique, indépendamment de tout objet. Alors il dit, eh bien, on peut se demander si un appauvrissement directement toxique du moi ne peut pas produire certaines formes
de l'affection mélancolique. Alors, une substance toxique d'un côté dans la bouche de Freud, un miasme réaliste qui n'allait plus dans la symbolique grecque-antique, et vous voyez qu'on est ici à l'intersection entre les hypothèses psychologiques de Freud lorsqu'elles l'entraînent vers la biologie, et inversement les craintes réalistes des sociétés antiques lorsqu'elles s'émuent en système symbolique. Alors, deux mots pour conclure, on voit que ce que je vous propose de voir, illustré dans la pièce de Sophocle, Antigone revendique avec tout le désespoir de celui qui est piégé dans un dilemme mortel la possibilité d'enterrer son frère. Et il revendique jusqu'au bout, et cette revendication la conduit à la mort. Alors, nous avons là un aperçu de ce qui fait le caractère tragique d'un conflit tel que décrit dans la tragédie. La tragédie ne décrit pas, je crois, des conflits exceptionnels, elle décrit des conflits qui sont propres à la vie psychique de tout humain. Ce qui est exceptionnel, c'est que les circonstances de déroulement de ces conflits font que les héros se trouvent dans des dilemmes impossibles et qu'ils doivent se dépasser, se surpasser eux-mêmes pour pouvoir trouver une issue, laquelle est toujours et constamment tragique. C'est-à-dire que dans son cas, elle vit effectivement un conflit entre deuil et mélancolie suite à une perte, et c'est un conflit que potentiellement tout psychisme humain peut avoir à affronter dans son existence. Mais dans son cas, ce conflit habituel va prendre une dimension tragique. Pour elle, le deuil, condition de vie, équivaut à une condamnation à mort, alors que la mélancolie, résultat inévitable d'un choix qui lui aurait permis de sauver sa vie, équivaut à une vie de mort vivante, à savoir à une vie de mort psychique. On pourrait dire, en terminant, Antigone ne veut pas mourir, ne décide pas de mourir, on pourrait même dire qu'elle veut vivre, mais elle sait que la condition pour pouvoir vivre réellement le deuil, les rites qu'il implique, sans lesquels les fantômes de mort vont la poursuivre et tomber comme une ombre sur elle, comme dans le texte de Freud, sur sa vie de femme, d'épouse et de mère. Ainsi, on pourrait dire d'une certaine façon qu'elle décide de mourir parce qu'elle veut vivre. Elle préfère en quelque sorte mourir vivante, que le dit quelque part dans le texte lui-même, plutôt que de vivre morte. Merci.